Et bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de gens compétents dans cette salle. Je suis un petit peu intimidée par vous tous. Dans le fond, le comité organisateur m'a demandé de faire un wrap-up d'informations sur la fertilisation en bio. Moi, je suis une agronome qui est plutôt généraliste. Je travaille surtout avec les producteurs en champ, mais ça m'a fait plaisir, en fait, de vous donner plusieurs options là, de fertilisation qui sont utilisées dans différentes productions en production biologique. Donc, avant de passer directement aux fertilisants, je vais quand même faire un rappel là, des normes biologiques canadiennes, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à qu'est-ce qui est possible de faire en culture en serre. C'est souvent comparé aux États-Unis, mais il faut vraiment se rasseoir dans notre contexte canadien, là, puis nos normes biologiques canadiennes. Et ensuite, on va passer là, au niveau des avantages et des inconvénients des différents engrais organiques, tant solides que liquides. Donc, petits avertissements pour les gens qui relisent la conférence après, que c'est basé vraiment sur les normes, la mise à jour de mars 2018 au niveau des normes biologiques canadiennes. Donc, en débutant, là, un petit rappel des principes généraux de l'agriculture biologique au Canada. L'agriculture biologique, c'est un système de production qui se veut à faible impact environnemental, puis qui veut optimiser les ressources pour produire un maximum de denrées consommables. Donc, tout ça se fait en favorisant la santé des écosystèmes, des organismes du sol, des végétaux, des animaux et des êtres humains. Et le but ultime, c'est de développer des exploitations durables et respectueuses de l'environnement. Donc, si on lit le premier libellé des principes généraux, c'est vraiment ça l'objectif de l'agriculture biologique. Donc, il faut vraiment s'y rattacher en permanence. Dans les principes généraux, on ne parle pas nécessairement de fertilisation, on parle de gestion de la fertilité du sol. Dans les normes en champ, qu'est-ce qu'on définit par fertilité du sol? La fertilité et l'activité biologique du sol, c'est basé sur les rotations de culture avec les engrais verts, entre autres avec des légumineuses, l'incorporation de matières animales et végétales. Puis la fertilité, elle est basée sur le recyclage des matières organiques produites sur l'exploitation en premier lieu et en complément avec des sources externes. Donc, on voit la philosophie là, de la norme biologique. C'est sûr que pour les serres, ça demande quand même une adaptation parce que l'exploitation agricole est souvent très spécialisée. Il n'y a pas nécessairement de production animale, pas nécessairement non plus de champs associés là, à la production en serre. Donc, il y a vraiment, au niveau de la norme bio en serre, une partie de la norme, là, la partie 7, qui définit qu'est-ce que la culture en serre permise dans les normes biologiques canadiennes. Et au Canada, c'est basé sur le principe de sol. Donc, c'est permis la culture en contenant. Par contre, il faut absolument que ça réponde à la définition de sol. Et le sol est défini comme ayant une fraction minérale, une fraction organique et de l'activité microbiologique. Donc, c'est vraiment l'ensemble du fondement de notre norme biologique qui est basé là-dessus. Il y a des définitions particulières dans la norme sur les cultures maraîchères tutorées en contenant. Donc, on a parlé là, de la révision de mars 2018 avec la précision sur le volume minimal de sol à 60 litres par mètre carré, c'est vraiment inscrit dans la norme qui doit avoir au départ dans le substrat un minimum de 10 % de compost et que le programme de fertilisation doit faire appel à des applications additionnelles de compost en cours de culture. Il n'y a pas de restriction par rapport aux quantités au moment, mais le programme de fertilisation doit être pensé là, pour intégrer un certain volume de compost. Une autre des sous-sections de cette norme-là, c'est qu'il est quand même mentionné là, que le recyclage des substrats doit être intégré dans votre plan de production en serre. Donc, si vous êtes en production de contenants biologiques, l'aspect de valorisation des substrats en fin de culture doit quand même être prévu à votre plan de production végétale et il est recommandé en fait de le réintégrer dans le milieu agricole là, par des applications au champ. Donc, tout ça fait partie de la norme. On se fait souvent poser la question, pour des cultures en contenant, mais qui ne sont pas des cultures maraîchères tutorées, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La norme est très floue pour l'instant. En fait, c'est non défini. Les interprétations qu'on a actuellement par le comité d'interprétation des normes, c'est qu'il n'y a pas de volume minimal de sol pour des contenants, pour des cultures maraîchères non tutorées. On peut penser alors à des fines herbes et on peut aussi penser à des cultures fruitières à ce moment-là.
Il n'y a pas non plus d'exigence en termes de volume de compost, il n'y a pas un chiffre. Par contre, il faut assurer que le substrat répond à l'exigence de la fraction minérale, fraction organique et activité biologique. Donc, comme vous savez probablement, on est en cours de révision de la norme biologique canadienne. Il y a des groupes de travail qui se penchent actuellement à préciser pour les cultures non tutorées en contenant. Puis l'échéance pour la nouvelle norme, c'est fin 2020. Donc, on devrait avoir une norme probablement plus précise par rapport à ces aspects-là. Donc, en serre, bien sûr, la dépendance aux fertilisants externes est très, très grande. Les plantes tutorées, les plantes légumières tutorées ont vraiment des besoins très importants. On peut penser à 1250 kHz d'azote annuellement pour un volume de tomates environ de 50 kg par mètre carré. L'exportation de nutriments est importante aussi. Donc, comme nous ont mentionné nos conférenciers précédents, Frédéric, entre autres, un exemple de fertilisants qui sont utilisés pour de la tomate tutorée, des composts, la fiente de poule séchée. Moi, j'utilise le terme fiente de poule séchée. C'est Christine Landry de l'IRDA. Salut Christine, qui est en visio aujourd'hui, qui utilise ce terme-là parce que le fumier de poule, en fait, lactisol, colonature, peu importe, c'est vraiment, dans le fond, c'est les déjections d'oiseaux, un C sur N très, très bas. Donc, c'est presque considéré comme un fumier liquide séché à ce moment-là. La farine de plume et de sang, les sulfates de potassium, sulpomag, sel d'Epsom au besoin, c'est des fertilisants qui sont utilisés couramment pour des cultures en plein sol. Ensuite, si vous faites de la culture en contenant, si vous faites d'autres types de production, il va falloir vraiment essayer de comprendre quelles sont toutes les sources de fertilisants que vous pouvez utiliser, puis comment les adapter à votre système de production. Fait que je n'irai pas en détail pour la slide précédente. Comment on fait pour savoir si le fertilisant est permis ou non en agriculture biologique? Bien, ça vient du tableau 4.2 de la liste des substances permises, amendement des sols et nutrition des cultures. Il faut que ça réponde à l'article 1.4, donc ce n'est pas issu de génie génétique, ce n'est pas issu de nanotechnologie, que ce ne sont pas des bouts d'épuration. Et puis, parmi les éléments, c'est vraiment l'azote qui est le plus difficile à retrouver en agriculture biologique. C'est pas permis d'utiliser des substances synthétiques. Au Canada, on n'a pas le droit d'utiliser le nitrate de Chili, le nitrate de sodium, contrairement aux Américains. Ça fait partie de notre exclusion à la entente d'équivalence de la norme États-Unis-Canada. Donc, les fertilisants qu'on utilise au Canada en bio ne doivent pas contenir de nitrate de sodium et les importations des États-Unis ne doivent pas non plus être produites avec l'utilisation de nitrate de sodium. Comme Frédéric a mentionné, quand on utilise des engrais organiques traditionnels comme des fumiers frais ou des composts, il y a toujours un apport de phosphore important qui est ajouté, ce qui peut créer des déséquilibres, ainsi que d'autres éléments minéraux comme le potassium, magnésium, dans certains cas du calcium qui est ajouté en trop grande quantité par rapport aux besoins de la plante. Donc, c'est le défi d'utiliser des engrais organiques. Et puis, bien sûr, le coût de l'azote biologique, c'est très cher. Quand on parle d'un azote chimique, une tonne d'urée, c'est à peu près 1,40 l'unité d'azote, le prix. Une unité, si on prend de la fiente de poule granulée, qui est l'engrais le moins cher en ce moment, c'est autour de 7 à 9 $. Ça, c'est le moins cher. Quand on parle d'un compost, on peut parler d'un 50 $ l'unité, un compost commercial. Puis quand on parle d'un engrais liquide, ça peut être jusqu'à 250, 300, 500 $ l'unité d'azote. Donc, il faut vraiment réfléchir à la base pourquoi on utilise ces engrais-là. Je vais passer parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs. Ce qui est permis aussi dans les substances permises, les éléments minéraux, pour ceux qui sont en conventionnel, ils pensent qu'il y a très peu de choix en bio, mais non, il y a quand même beaucoup de choix. Les minéraux d'extraction minière non transformés sont permis. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait subi de modification à la structure moléculaire par chauffage ou par combinaison avec d'autres substances transformées. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait d'additifs synthétiques. Donc,
Sur le marché, le problème, c'est que souvent de l'huile minérale de mélanger avec les engrais, ce qui fait qu'il est non conforme pour le bio. Exemple du 0060, il y a souvent de l'engrais minéral mélangé avec ça. Donc, il faut un petit peu changer là, notre méthode d'approvisionnement des engrais puis pour trouver ce type de produit-là plus brut. Dans les oligo-éléments, ils sont interdits sous forme ammoniacale nitratée, DTA. C'est maintenant permis depuis la révision 2015 d'utiliser les oligo-éléments en prévention et en situation de carence documentée lors de symptômes. Pour les oligo-éléments, c'est du cas par cas. Il y en a certains, la majorité, on va privilégier des sources non synthétiques, mais pour certains qui ce n'est pas existant dans le non synthétique, il va y avoir certains produits synthétiques d'admis. Puis Michel voulait que je mentionne, non, il me mentionnait que c'est souvent des sulfates. C'est dans les engrais minéraux, puis dans les oligo-éléments, c'est souvent sous forme sulfate. Donc, il peut y avoir quand même des problématiques de ce côté-là. Pour trouver un nom de produit commercial, à ce moment-là, vous devez faire un processus d'approbation de votre produit commercial. Et il y a deux façons de le faire. Donc, c'est votre organisme de certification qui doit étudier la documentation, soit du fournisseur, donc le fabricant ou le fournisseur de produits va lui-même transmettre toute la documentation à l'organisme de certification et va se faire une attestation de certification biologique. Ou, si vous avez un produit qui n'a pas d'attestation, comme détenteur de certificat, comme producteur agricole, vous pouvez déposer la documentation et l'organisme se doit d'étudier cette documentation-là et d'émettre un avis positif ou négatif par rapport au produit. Et c'est votre responsabilité en tant que producteur, détenteur du certificat bio, de faire cette démarche-là et de le faire avant l'utilisation des produits. Donc, les engrais bio, il y en a plusieurs formes. Plus la source est raffinée, en fait, plus le prix est élevé. Il y a toutes sortes, bon, quand on parle de produits plus bruts, les composts, les fumiers, les farines, ça reste des coûts quand même assez raisonnables. Quand on va dans la granulation, là, ça peut aller de plus en plus cher. Vous avez aussi des granules concassées qui va faciliter la disponibilité des éléments, des poudres solubles, des engrais liquides, comme je vous disais, ça peut monter très, très cher. Donc, dépendamment du type de produit que vous utilisez, ça convient à certains usages. Exemple, les composts, vous pouvez facilement les utiliser en plein sub ou en contenant au départ. Par contre, ça va devenir très difficile d'utiliser des composts en cours de culture. Même chose pour les farines et les granules. En contenant, ça devient plus difficile de les utiliser ou il faut à ce moment-là adapter les systèmes culturaux pour pouvoir utiliser des engrais solides. Alors que des engrais solubles et liquides là, conviennent surtout pour la fertigation et puis les applications foliaires. Donc, c'est un défi particulier pour les cultures en petit et moyen format. Quand on pense aux fines herbes, quand on pense aux cultures, exemple de framboises, que Jacques Pêchaud va parler cet après-midi, oui. C'est des cultures qui sont sur une longue période, qui demandent une fertilité plus en continu. Puis à ce moment-là, ça devient comme incontournable d'utiliser des engrais solubles et des engrais liquides, ce qui fait un peu exploser les coûts de production de ces cultures-là, étant donné le coût des engrais biologiques. Donc, les engrais biologiques, la loi sur les engrais, l'analyse garantie, elle est faite sur les éléments nutritifs totaux, rapportés en pourcentage de matière sèche du produit. C'est très difficile, en fait, c'est peu parlant pour les engrais bio parce qu'on ne peut pas nécessairement savoir exactement le contenu d'éléments minéraux disponibles pour la plante dans les engrais, contrairement à des engrais conventionnels. Donc, c'est quand que les éléments seront disponibles pour la culture. Est-ce que ça va être au courant de ma période végétative ou ça va être après, quand j'ai terminé ma culture, que finalement les engrais vont se libérer? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis la réponse va dépendre de la nature de l'engrais organique. Est-ce que c'est des protéines animales, végétales, des crustacés? La granulométrie, est-ce qu'il y a eu un traitement d'appliquer à l'engrais, comme une hydrolysation, par exemple, pour les protéines de soya? Et puis, c'est quoi l'intensité puis la qualité de l'activité microbiologique pour être capable de dégrader ces protéines-là? S'il y a peu d'activité microbiologique, ça va se faire plus lentement. Donc, les pratiques culturales, en fait, tout est intégré, puis ça va être vraiment en plus Pierre-Paul qui va nous discuter
la vitesse de minéralisation des engrais, entre autres de l'azote, mais les pratiques culturales comme le travail de sol, l'incorporation ou non des engrais et des résidus, les façons d'irriguer, puis j'ajouterais aussi les paillis, si vous utilisez un paillis qui va réchauffer le sol, etc. Toutes ces pratiques culturales-là vont influencer sur les conditions de la culture, donc le pH, l'oxygène, l'humidité, la température, et ça va influencer l'activité microbiologique. Donc, c'est un processus qui est dynamique. Le timing de disponibilité des aliments nutritifs, ça va varier dans le temps. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a un suivi qui va être nécessaire. Donc, c'est le défi de la fertilisation organique. Donc, je vais passer aux avantages et aux inconvénients des différents engrais. Je suis repartie avec les matières les plus brutes. Le compost de ferme. Donc, il y a quand même plusieurs producteurs, surtout de petites surfaces, qui vont quand même utiliser un compost de ferme pour fertiliser leur culture en serre. À ce moment-là, ça peut être un mélange de fumier avec des végétaux. C'est rarement des résidus de culture. Ça va être plus d'autres résidus végétaux. Il peut y avoir aussi des résidus agroalimentaires intégrés dans ces composts-là. Un des avantages d'un compost de ferme, c'est le faible coût des intrants en général. Puis, un certain contrôle sur les ingrédients qu'on met dans le compost. Bon, en plus de tous les avantages d'un compost régulier, comme un apport nutritif de fond qui comble les besoins en phosphore, de calcium et les oligo-éléments de la plante, qui apporte des micro-organismes bénéfiques, qui participent activement à la formation d'humus dans le sol. Par contre, les défis, les inconvénients de faire son propre compost, c'est vraiment que ça demande quand même des connaissances, des techniques adéquates, puis des équipements adéquats, que ça demande de bien évaluer le coût de production, le temps que ça prend sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre supplémentaire dédiée à la production de compost? Il peut y avoir quand même une grande variabilité aussi d'un lot à l'autre de compost, mais ça, c'est vrai aussi en industrie. Bon, puis on n'a pas nécessairement de valeur de référence sur un compost de ferme. Fait que c'est vraiment du cas par cas selon les ingrédients et selon la méthode de production. Il y a aussi que si vous faites votre propre compost, c'est à vous de répondre à toutes les normes. Donc, les normes biologiques qui demandent quand même 4 jours consécutifs à 55 degrés, des retournements. Les normes au niveau du ministère de l'Environnement, si vous faites votre compost, vous devez le faire dans un site qui est adéquat, surtout les distances des puits. Et puis, au niveau des normes de Canada Gap, au niveau des absences de salmonelle, de E. coli. Fait que ça, c'est à la charge de l'exploitant. Fait que il y a des avantages au niveau des coûts, mais en termes de temps de travail, c'est quand même à ne pas négliger. Puis, par rapport à un compost commercial où là, le produit, dans le fond, vous vous dégagez de ce travail-là, vous le donnez à forfait. C'est un produit qui est standardisé, qui est normalisé. Fait que c'est les principaux avantages. Et puis, au niveau des défis, c'est souvent la disponibilité des produits et du prix. Souvent, c'est très cher d'acheter du compost commercial. Quand on a des petites superficies de serre, c'est quand même des coûts raisonnables au niveau de la fertilisation, mais quand on commence à avoir des grandes superficies, ça peut facilement exploser. Je parle ici de fumier de vers de terre parce que c'est un produit là, au niveau de l'apport des micro-organismes qui est vraiment très intéressant. Puis au niveau de la disponibilité des éléments nutritifs, c'est vraiment très, très intéressant. Les éléments nutritifs sont presque disponibles à 100% dans l'analyse. Les défis, c'est plus dans l'approvisionnement, dans le coût, qui sont quand même très élevés. Mais pour la stimulation de la microbiologie, là, c'est vraiment un produit qui est intéressant. Ensuite, les fientes de poule séchées granulées. Donc, un de ses principaux avantages, c'est que c'est économique. Il y a une portion de l'azote dans... là, je parle pour ceux qui n'ont pas encore saisi. Là, ça, c'est les fientes de poule séchées granulées. C'est les Actisol, les Écolo-Nature, les NutriWave, toutes les formules, en fait, de fumier de poule séché qui existent sur le marché. Il y a une portion de l'azote de ce produit-là qui est immédiatement disponible. Donc, si on prend l'analyse de la fiente de poule séchée, il n'y a pas beaucoup d'ammoniac là-dedans.
c'est Pierre-Paul qui me disait ça, c'est de l'acide urique. Puis au contact de l'eau, ça va vraiment former quand même une grosse proportion d'ammoniac. Donc, il y a peut-être 50% de l'azote qui est rapidement disponible sous forme d'ammoniac. Puis par la suite, il y a un azote organique qui est libéré lentement sous forme de ammoniac nitrate, puis qui peut aller en serre sur 45 jours environ là, de disponibilité. Puis en champ, les résultats de l'IRDA démontrent jusqu'à 85 jours là, de libération de ces engrais-là. C'est des contenus en calcium très élevés, 7 à 9%. Puis un des avantages, c'est vraiment la facilité, la rapidité d'application par rapport à des composts. Donc, l'inconvénient, c'est vraiment l'azote ammoniacal qui est pas désiré là, en général, surtout dans les cultures en contenant, les transplants, c'est pas désiré. Il y a des contenus en sodium quand même assez élevés, autour de 5000 ppm. Puis, il ne collabore pas du tout là, à la formation du muscle et l'amélioration du sol ou la microbiologie. Fait que c'est un engrais utile, mais vraiment, il faut apprendre à le connaître pour bien l'utiliser au bon moment puis dans les bonnes conditions. Donc, il existe toutes sortes d'autres composts et de fumiers séchés, des composts de fumier séché cubé. De plus en plus, on parle de culture d'insectes, d'élevage d'insectes. Donc, il va y avoir des fumiers. Issus de ça, il va y avoir des farines, il va y avoir des insectes broyés disponibles sur le marché. Pour le guano de chauve-souris, c'est interdit d'importation au Canada depuis 2014. Pour le guano d'oiseaux marins, là, c'est la traçabilité qui est problématique. Fait qu'en général, les produits de guano ont été retirés des engrais là, dans les dernières années. Dans les normes bio, c'est aussi permis les digestats anaérobies. Ça, c'est des produits qui peuvent être disponibles au Canada, pas nécessairement au Québec, là, mais on en a qui sont certifiés. Et puis les autres produits animaux, bien, les farines de plumes et de sang, c'est vraiment ceux qui reviennent le moins cher. C'est un outil très pratique parce qu'il y a de 11 à 14 % d'azote, pas de phosphore, pas de potassium, c'est sur N très bas, 3 à 4, donc c'est une minéralisation rapide. Pierre-Paul va vous montrer les résultats, c'est quand même assez complet comme minéralisation. Les autres sources plus d'azote, il y a de la farine d'os qui en a un peu dedans, farine de crabe, crevette qui a quand même pas mal d'azote. Il y a aussi tous les bienfaits là, liés au chitosane, biostimulants, mais c'est quand même des produits très chers là, pour penser fertiliser des grandes superficies. Là, je ne sais pas où je suis rendue dans le temps. Est-ce que je parle trop vite? Sous-produits végétaux. Sur le marché, les farines de luzerne qui sont quand même disponibles, c'est pour des minéralisations lentes. Donc, vraiment d'autres usages. Probablement qu'il y a des cultures plus maraîchères qui ont besoin d'azote assez rapidement ou des cultures de courte période comme des transplants qui ont besoin d'azote rapidement. Mais si vous avez des cultures en pot, que vous voulez un azote qui se relâche sur un bon moment, la farine de luzerne pourrait être considérée. C'est un C sur N qui est élevé. Ça stimule beaucoup l'activité microbienne. Et puis, c'est une source de biostimulants aussi. Les algues, grande source de biostimulants, très peu d'azote, par contre, source de potassium intéressante. Il y a d'autres avenues au niveau des produits végétaux. Il y a quand même toute une vague vegan, là, quand on leur dit que l'agriculture biologique est basée sur la production de fumiers animaux. Des fois, ça leur fait friser les oreilles, mais il y a quand même des alternatives à explorer du côté des sous-produits végétaux. En général, la minéralisation des protéines végétales est beaucoup plus lente que les protéines animales. C'est pourquoi les protéines animales ont encore beaucoup leur place là, en agriculture biologique. Mais les tortas de soya bio, c'est disponible au Québec. La drèche de brasserie bio, c'est disponible au Québec. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont exploré ça encore. Dans les sources, là, je vous ai mis comme quelques tableaux de référence plus pour la présentation. Si vous voulez savoir, mettons, une source de phosphore, vous avez besoin d'une source de phosphore. C'est sûr que les composts et fumiers sont les sources privilégiées. C'est le plus économique. C'est le phosphore qui est le plus disponible. Les phosphates de roche, en général, c'est des sources... ça va dépendre beaucoup de la qualité de la roche. Est-ce que c'est une roche qui est facilement soluble ou pas? C'est souvent plus efficace à pH acide. Donc, c'est un petit peu difficile là, de travailler avec les produits quand on ne connaît pas nécessairement d'où ils proviennent, puis le patron là, de ces produits-là. Pour le potassium, c'est vraiment pas un problème en agriculture biologique. Il y a beaucoup de sources de potassium disponibles. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sulfates. Le sulfate de potassium, le sulfomag, sulfate de potassium et magnésium. Le chlorure est aussi permis en bio.
chlorure de potassium, le 0060. Par contre, la difficulté, c'est de trouver sans additifs d'origine pétrochimique sur le marché. C'est plus du 0060 conventionnel qu'on trouve. Par contre, il y a certains fournisseurs ici dans la salle là, qui en vendent. C'est tous des engrais qui sont très solubles, qui peuvent être appliqués au sol, qui peuvent souvent être appliqués en fertigation aussi. Quand on parle de 0060, 0050, ça peut être appliqué en fertigation. Puis, il y a quelques sources là, historiques de potassium, comme le green sand, le basalte, la farine de varech, qui sont plus des sources d'oligo-éléments, puis qui ont probablement d'autres avantages là, que juste une source de potassium, mais qui sont en général assez chers. Pour le magnésium, si le sulfate de potassium n'est pas adéquat dans votre situation parce qu'il y a toujours trop de potassium, vous pouvez toujours utiliser le sulfate de magnésium, le sel d'Epsom, qui peut à la fois être appliqué en granulaire, application au sol, en fertigation. C'est toutes des possibilités au niveau du sulfate de magnésium. Pour le calcium, c'est sûr que bon, le gypse, la chaux, bien sûr, là, mais souvent en bio, on a quand même des pH qui augmentent dans les sols en agriculture biologique à cause des applications répétées là, des différents composts et actisols qui ajoutent du calcium. Donc, la chaux n'est pas nécessairement ce qu'on va privilégier comme apport de calcium. Le gypse est comme plus intéressant de ce côté-là, mais il faut quand même considérer que vous avez déjà beaucoup d'apports de calcium en général en serre. Et puis, des fois, c'est des applications ponctuelles que les producteurs ont besoin à ce moment-là. Bien, les chlorures de calcium, c'est vraiment de sources non synthétiques de grade alimentaire. Puis, il peut être utilisé en application foliaire ou en fertigation. Il y a d'autres produits aussi avec d'autres sources de calcium qui proviennent d'autres sources de calcium. Alors, au niveau des engrais liquides plus composés, c'est-à-dire NPK, bien là, ça devient très coûteux. Fait qu'il faut vraiment, en bio, là, souvent les producteurs qui veulent faire une transition du conventionnel vers le bio, c'est là que vient vraiment changer leur pratique culturelle. C'est qu'ils étaient habitués d'utiliser beaucoup d'engrais liquides, mais malheureusement, le coût devient tellement prohibitif qu'ils doivent repenser leur stratégie de fertilisation, utiliser davantage d'engrais solides. Les formulations solubles sont disponibles en liquide ou en poudre soluble. Les sources, ça peut provenir des poissons, des algues, de différentes protéines végétales. On a quand même beaucoup de difficultés à aller chercher l'information sur l'azote disponible puis l'analyse complète chimique de ces produits-là. On n'a souvent pas les contenus en chlore, les contenus en soufre, les contenus en sulfate, les contenus en sodium. On n'a pas les pH. Donc, c'est quand même beaucoup de documentation à faire avant de commencer à utiliser ce genre de produits-là. Il y en a certains il y a aussi des tests là, par rapport au colmatage qui sont à faire. Certains produits qui conviennent à la fertigation, d'autres non. Et puis, il y a certains produits qui ne peuvent pas être concentrés énormément comme un engrais conventionnel chimique. Donc, ils doivent utiliser des plus grands volumes d'eau là, pour faire les solutions mères. Ça peut nécessiter quelques adaptations au niveau des systèmes d'irrigation. Dans les sources, en général, ce qu'on dit, c'est que les algues et le poisson, c'est une minéralisation de l'azote qui est quand même plutôt longue, puis qui a quand même un certain contenu en sodium assez important pour certains produits. Si vous avez besoin d'azote vraiment facilement disponible immédiatement, il y a des extraits végétaux comme les extraits de betterave ou les protéines de soya qui vont être disponibles plus rapidement. Puis là, les protéines de soya, ça va vraiment dépendre du traitement qui a été appliqué aux protéines. Est-ce que c'est des protéines hydrolysées ou non? Il y a la vinasse, qui est un coproduit de la production de bioéthanol, là, qui a quand même une bonne disponibilité de l'azote. Puis qu'il n'y a pas de sodium. Fait que tous ces produits-là, puis il y a beaucoup de produits aussi qu'on voit, on lit la fiche technique, puis c'est écrit extraits végétaux. On ne sait pas spécifier exactement la source. Donc, il y a beaucoup d'informations à aller acquérir au niveau des engrais solubles disponibles sur le marché.
Dans les engrais solubles, je vais passer un petit peu le mode d'emploi. C'est vraiment du cas par cas, en fait, selon les engrais que vous allez utiliser. Mais en général, il faut prévoir un rinçage. Si vous êtes dans une ligne d'irrigation goutte à goutte, vous pourriez prévoir un filtre après l'injection pour éviter le colmatage des gouttes à gouttes. Si vous êtes avec des goutteurs spaghetti ou l'irrigation au pommeau, à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de problèmes de colmatage. Puis, il faut quand même, quand on travaille avec les engrais liquides, éviter le lessivage des terreaux. Fait qu'il y a certains producteurs qui explorent des alternatives avec des solutions maison pour essayer de diminuer les coûts de leurs engrais liquides. Ils vont utiliser justement, là vous voyez c'est des systèmes pour faire des thés de compost qui sont vendus. Vous avez la petite poche, vous pouvez mettre un engrais solide. Fait que là, l'engrais solide, vous décidez ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre du compost régulier, vous pouvez mettre du vermicompost, vous pouvez mettre un fertilisant solide, faire des tests avec des extractions maison. C'est des choses qui sont en cours là, chez certaines entreprises biologiques qui veulent essayer de diminuer les coûts là, de leurs approvisionnements en fertilisants liquides. Donc, en conclusion, la fertilisation organique pour un producteur qui veut faire une transition biologique, c'est sûr que ça fait peur parce qu'il y a quand même une grande part d'inconnu. Par contre, pour des producteurs qui sont en plein sol, c'est quand même, il y a une bonne résilience du sol. Puis la fertilisation est quand même simplifiée. C'est quand même pas si compliqué comme a pu témoigner Frédéric. Quand vous avez une formule qui fonctionne, c'est de faire des petits changements, un à la fois. Si vous avez une nouvelle personne qui rigue puis qui vraiment est en train de noyer les plants, c'est possible qu'il y ait un changement au niveau du patron de minéralisation des éléments nutritifs. Fait que c'est pas le temps de venir changer nécessairement le fertilisant liquide que vous appliquez. C'est un changement à la fois pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la minéralisation. Une des erreurs que peut-être certaines entreprises bio vont faire, c'est qu'ils font beaucoup trop d'essais-erreurs, en fait. Donc, quand vous faites de la R&D, vous essayez un nouveau produit, c'est vraiment de le faire sur des petites superficies, des petites surfaces pour bien connaître les produits avec lesquels vous travaillez, puis pour diminuer les risques liés là, à l'utilisation des fertilisants organiques. Donc, je vous ai mis quelques ressources en conclusion. Là, il y a beaucoup de fournisseurs. De plus en plus, les fournisseurs tiennent là, les produits bio en stock. Vraiment une meilleure disponibilité à grandeur du Québec. J'ai essayé de faire des listes là, de fertilisants bio, mais écoutez, c'est infini. Là. Il en sort à chaque semaine, surtout au niveau des liquides. Donc, à ce propos, là, si vous voulez trouver vraiment les noms des produits commerciaux, vous pouvez consulter, bien sûr, là, les sites des organismes de certification biologique et OMRI Canada. C'est bien important que c'est OMRI Canada, parce que OMRI USA, il peut avoir du nitrate de sodium dans leurs produits. Donc, il faut vraiment que vous assuriez que ce soit OMRI Canada. Et puis sinon, si vous avez des produits, c'est de le faire vraiment pré-approuvé par votre organisme de certification avant de l'utiliser. Donc, j'aimerais remercier Jean Duval qui m'a appuyé pour cette présentation, ainsi que Michel pour ses commentaires, et toute l'équipe du MAPAC qui m'ont appuyé là, dans le montage de cette présentation, à l'invitation de Liette Lambert. Alors, merci.